il est conseillé que lorsque nous sommes dans la vingtaine, jusqu'à la veille de la trentaine, notre investissement doit être l'apprentissage. D'accord. Alors, Lorsque vous êtes invité à travailler, lorsque on sollicite vos compétences et que vous procédez à, comment on appelle, ou vous entamez le travail sans signer de contrat, c'est que vous ne connaissez pas suffisamment vos valeurs. Dans la fiche de poste, il y a une phrase qui le dit clairement. Au-delà de la liste des tâches ou des missions qu'il faut faire, on vous dit exécuter toute autre tâche en lien avec votre mission. oui, exactement. Donc, ça couvre ce périmètre-là. Mhm. Bonsoir, bienvenue sur Clinique, le podcast citoyen. Nous avons comme invité spécial aujourd'hui M. Hervé Vincent Kourma, il est spécialiste des ressources humaines. Et nous avons comme thématique le RH est-il un protecteur des employés ou bras droit du patron? Sur ce, bienvenue M. Kourma. Merci. Avant d'entamer la thématique, c'est quoi, comment on reconnaît un bon RH? Merci déjà pour l'opportunité. Pour reconnaître un bon RH, d'abord, il faut comprendre d'abord la problématique dans l'organisation. Dans beaucoup d'organisations, notamment en Guinée, le RH est souvent au second plan, ou parfois il reporte aux financiers. Sauf que dans certains penseurs, certains managers très renommés pensent que les ressources humaines devraient être la seconde fonction la plus importante au sein d'une organisation. Ça a été dit par Jack Welch. Et il allait plus loin, il disait que un questionnaire des ressources humaines devrait gérer les humains dans l'organisation au même titre qu'on gère les ressources financières d'une organisation. Alors, pour reconnaître un bon RH au sein d'une organisation, déjà, il faut aussi savoir comment s'asseoir autour de la table. Alors, quand on parle autour de la table, il s'agit des instances décisionnelles. Lorsque un RH, le plus souvent, se contente uniquement que de faire la paye, de s'occuper de l'administration et de s'occuper plus loin de la présence, la rentrée, la sortie, l'absence, vous n'avez aucune valeur ajoutée au sein de l'organisation. Alors, votre valeur ajoutée se situe où? D'abord, le RH va se positionner comme le moteur de la performance. La performance, vous voyez aujourd'hui dans beaucoup d'organisations, pour mesurer l'impact de chaque employé au sein d'une organisation, on assigne des objectifs. En début d'année, on assigne des objectifs et ça s'évalue à mi-parcours et en fin d'année. Alors, et ça nous permet de mettre une balance. Dans cette balance, vous avez toute la dépense que l'entreprise engage pour les employés. Et en fin d'année, ça mesure quelque chose sur la balance, ça donne quelque chose en matière de coût. Et en contrepartie, il y a une analyse qui permet, pour un RH de haut niveau, savoir quelle est la balance entre tout ce qu'on investit sur l'employé par rapport à ce qu'il apporte à l'organisation. Donc, quand vous jouez ce rôle, vous pouvez vous asseoir à la table de décision. Deuxième position, il y a un principe qu'on appelle la différenciation. Quand vous travaillez dans une organisation, c'est comme à l'école, tout le monde ne peut pas être premier de la classe. Alors, le plus souvent, il faut savoir, avec ce principe, cette différenciation, c'est le principe 20, 70, 10. Alors, ça a été démontré scientifiquement que seulement 20% dans toutes sortes d'organisations sont ceux-là qui tirent vers le haut de l'organisation. Quels sont ces 20% au sein de l'organisation? Vous devrez être en mesure de les identifier. Et quand vous les identifiez, votre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils soient fidélisés. On entend le plus souvent que ce soit un gouvernement, que ce soit une organisation, on dit « Ah, il était là, il a apporté le changement, on l'a laissé partir, on l'a démotivé. » Votre rôle, c'est de faire en sorte que cette personne soit effectivement le moteur de la performance, qu'il soit fidélisé, qu'il bénéficie d'une bonne expérience. Et les 70%, c'est le cœur de l'organisation. C'est composé de ceux qui sont compétents et ceux qui ne sont pas compétents. Mais parmi eux, vous devrez aussi pouvoir identifier ceux-là qui brillent afin qu'ils soient la relève des 20% qui occupent les fonctions clés. Et les 10%, vous devez trouver une solution, soit à les faire monter en compétences, soit à vous en débarrasser d'eux. Aucun investisseur, aucun ampleur ne souhaiterait avoir une charge inutile. Oui, bien sûr. Donc ces 10%-là, soit vous les aidez à monter en compétences, soit vous les aidez à quitter l'organisation. Alors si vous vous mettez dans cette posture,
c'est que vous apportez de la valeur ajoutée à l'organisation. Alors, justement, il y a la question existentielle, la thématique d'ailleurs. Le RH est-il un protecteur des employés ou le bras droit du patron? Le plus souvent, on entend les employés dire, ah, il est du côté de, 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 de la direction générale, et de l'autre côté aussi, la direction générale pense qu'il est du côté des employés. Alors, d'abord, il faut dissocier cette notion. Lorsque un RH prend une position, il échoue immédiatement. Le RH doit servir de pont entre les employés et la direction générale. Mais lorsque vous avez une posture déjà figée, c'est que vous êtes en train automatiquement d'échouer. Au lieu qu'il se positionne vers un côté, il devient dans le RH moderne ce qu'on appelle le partenaire stratégique de l'organisation. Le partenaire stratégique de l'organisation, d'abord, en matière de leadership au sein d'une organisation, le plus souvent, lorsque les gens montent en compétences ou dans leurs fonctions, dans des postes, l'une des choses qu'on gère le plus souvent, plus que les dossiers, c'est la gestion des conflits. Oui, bien sûr. Le plus souvent, on ne le dira pas. On ne va pas penser que toute la journée, tu es en train de traiter les documents, regarder qui a été payé, qui est venu en retard. Mais 80%, lorsque on est à ce poste-là, votre rôle, c'est la gestion des conflits. Et cette gestion des conflits peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des conflits qu'on appelle entre griffes les conflits territoriaux. Les conflits territoriaux de leader, ça veut dire que moi, je suis responsable d'un service, l'autre est responsable d'un service, soit on chevauche sur la même piste, ou je veux montrer que c'est moi qui mérite. Le plus souvent, il y a ces conflits qui arrivent. Oui, les Donc, conflits de compétences. il y a des compétences, mais beaucoup plus, dans un langage beaucoup plus tenu, on dirait conflit de leadership territorial. D'accord. OK? Chacun veut couvrir son terrain. Mon périmètre. Ouais. Donc, ça, c'est des choses qu'on gère au quotidien. Donc, votre rôle est d'utiliser les outils qu'on met à la disposition de l'organisation. Par exemple, la culture d'entreprise. Alors, quand on parle de culture d'entreprise, c'est la vision, c'est la mission, ce sont les comportements vitaux qu'on doit avoir au sein de l'entreprise, l'éthique, la déontologie et les valeurs. D'accord. Pour aller plus loin, lorsqu'on prend les 4 régions naturelles, par exemple, c'est aussi important qu'à ce métier qu'on ait aussi une petite notion de connaissance de la psychologie ou même de la sociologie. Lorsqu'on prend, on dit la Mahana, qu'est-ce qui caractérise la Mahana? La Mahana, d'abord, le nom l'indique, il vient forcément de la Monte Guinée. Quand on dit Tamba, on sait qu'il vient de la forêt. Nyako, il vient de la forêt. Quand on dit Karifa, le plus souvent, il vient de la Haute-Guinée. Qu'est-ce qui le caractérise? Comment il se comporte quand il est avec des gens? Alors, cependant, si vous mettez ces 3 personnes ensemble, qu'est-ce qui peut leur permettre de vivre ensemble? Chacun va essayer de mettre en place sa culture et le plus souvent, il peut avoir des mécompréhensions. La seule chose qui nous permet d'unir, de travailler au sein d'une organisation, ce sont les valeurs, qu'on appelle les valeurs partagées. OK? Un exemple pour permettre aux gens de comprendre, la notion des devises, travail, justice, solidarité. Donc, tous les Guinéens doivent être solidaires. C'est la valeur qui doit être enseignée. Et est-ce que vous, dans votre carrière, vous avez eu à jouer ce rôle? Est-ce qu'il y a eu des exemples? Il y a eu des conflits de ce genre? C'est le quotidien d'un bon RH, la gestion des conflits. Dans ton équipe, dans les autres équipes. Mais s'il y a une chose qu'il faut apprendre d'abord dans le métier, c'est encaisser. Encaisser, encaisser, encaisser et encaisser. Votre capacité à encaisser est hyper importante. C'est différent de ce qu'on appelle la faiblesse, mais c'est plutôt de la politesse professionnelle. Pour aller plus loin, il faut être quelqu'un quand même qui doit être l'exemple. Et souvent on le dit en anglais, leading by example. Lorsque vous, qui êtes censé gérer les conflits, vous êtes le premier à être nerveux, mais qui viendra se blâmer sur vous? Donc, il faut avoir une grande capacité à encaisser, encaisser et encaisser. Chose qui est très différente d'une faiblesse. Mais ici, c'est l'enjeu. Ici, c'est de mettre en place ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ok. Voilà. Et l'autre question, est-ce risqué pour un travailleur de travailler sans contrat? D'abord, il faut comprendre la notion de contrat. Qu'est-ce que le code de travail dit au niveau du contrat en Guinée?
Le plus souvent, vous avez différents types de contrats, mais le plus populaire qu'on rencontre, c'est le contrat à nature CDD, contrat à durée déterminée, et le contrat à durée indéterminée. Mais le code de travail, c'est beaucoup plus insisté sur le contrat à durée déterminée. Parce que là, il te dit clairement que vous avez 1 an renouvelable. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas excéder 2 ans. Alors qu'il y a encore ce contrat n'est pas obligatoire lorsque il n'y a pas eu d'échange verbal ou de notification à la fin des 2 ans, vous êtes automatiquement reconduit. Donc, ça se voit qu'il y a une décision, en tout cas des explications plus claires au niveau du contrat CDD. Donc, ce qui veut dire aussi autrement que quelqu'un peut travailler pour une entreprise, il n'a pas un contrat officiellement signé, il peut continuer à travailler parce qu'il n'y a pas eu une distinction entre la nature CDD ou CDI. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir pour les employés, mais pas pour un RH? Lorsque vous êtes invité à travailler, lorsque on sollicite vos compétences et que vous procédez à, comment on appelle, ou vous entamez le travail sans signer de contrat, c'est que vous ne connaissez pas suffisamment vos valeurs. Vous ne connaissez pas suffisamment vos valeurs. C'est toujours important, avant d'arriver au risque que vous signalez, que lorsqu'on sollicite vos expertises, que cet échange-là soit Écrit. mentionné sur un document qui soit documenté. Ça peut prendre une forme de prestation, ça peut être un CDD ou un CDI, mais il est important de définir la nature relationnelle ou contractuelle qui vous lie à un employeur. Et parce que ça a des conséquences, tout comme ça peut avoir des avantages. Par exemple, si vous continuez à travailler avec quelqu'un et qu'il ne vous a jamais dit, il vous a jamais tendu Proposer un un contrat, évidemment, vous avez le contrat de travail. On peut supposer un jour, si vous avez des soucis, que c'est un contrat à CD, surtout quand vous dépassez la période de 2 ans. Mais de l'autre côté, si un jour, vous avez des conflits différents, sur quel document allons-nous nous référer pour dire que j'avais droit à tel? Donc, c'est pourquoi il est hyper important, peu importe la nature de votre relation, de documenter les relations de travail ou les relations contractuelles. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé des 2 ans. On passe les 2 ans. On entame un CDI, c'est ça ou... Vous avez 1 an renouvelable. Donc, à la fin des 2 ans, vous ne pouvez pas avoir un autre contrat en nature de CDD. Ok. OK? Donc, si vous êtes notifié pour une reconduction de façon officielle, vous passez vers la nature de contrat à durée indéterminée. Et si vous n'êtes pas notifié, que vous n'avez reçu aucun document et que vous sortez effectivement de la limite des 2 ans, ça veut dire qu'en temps normal, vous avez, comme on appelle, automatiquement droit à un contrat en nature CDI. Il arrive le plus souvent, c'est des problèmes que nous rencontrons, que les employés soient pas notifiés par l'employeur dans les délais, le notifiant que son contrat était arrivé à terme. Et puis après, il se rend compte plus tard et tout de suite, il appelle pour l'informer que le contrat devrait s'arrêter et qu'ils n'ont pas fait leur travail à temps. Si l'employé est de bonne foi, il pourrait l'accepter. S'il souhaite effectivement faire justice, il peut également lancer une poursuite ou lancer des échanges engager des échanges, je dirais, avec l'employeur pour dire que en temps normal, il devrait bénéficier d'un contrat en nature CDI du moment où la période Les 2 ans sont dépassés. indiquée dans le Code du travail guinéen sont dépassées. C'est-à-dire que lui, à son tour, effectivement, il pouvait en profiter s'il était notifié à temps, tout de suite de commencer à chercher ailleurs. Mais du moment où il n'a pas été notifié, et jusque-là, c'est que la date est passée, donc c'est une manière de pénaliser l'employé, je veux dire. Ok. Donc c'est important, effectivement, l'un de nos travail, effectivement, c'est de veiller, effectivement, au suivi et la nature des contrats. Alors, quels sont les pièges les plus fréquents dans les contrats? Alors, je ne dirais pas tout de suite des pièges, parce que je pense qu'il y a un modèle de Caneva bien existant en Guinée. Par contre, il peut y avoir des amendements au contrat. Moi, je pense que les amendements,
Par exemple, votre contrat est arrivé à terme. Quelles sont les conditions de renouvellement de les avenants, je veux dire. Voilà, les avenants. Les avenants, quelles sont les conditions de reconduction de votre contrat? Donc, le plus souvent, il peut arriver que soit un employeur puisse soit changer la nature, le contenu de contrat, ou positivement ou négativement. Donc, c'est hyper important à la fin ou à la veille même de la fin des contrats de, de, de s'approprier du contenu de l'avenant avant de s'engager. Il y a aussi il y a aussi des clauses. Par exemple, le plus souvent, ça arrive dans les entreprises qui mettent en place la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois, ou le talent management, la gestion des talents, qui prennent des jeunes étudiants, ils les forment, après ils les font signer la clause de dédit formation. Moi-même, je le fais souvent. Cette clause permet de retenir un employé ou un collaborateur. Parce que l'employeur suppose qu'il a fait un investissement. La formation est considérée effectivement comme un investissement. Alors, pour assurer son retour sur l'investissement en formation, il s'est dit, OK, en contrepartie de cette formation, tu vas t'engager à rester au sein de l'entreprise pour une période de X. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans ou 3 ans, ainsi de suite, en fonction d'un tableau d'amortissement qui dirait, par exemple, toute dépense dans l'intervalle de 1000 disons, à $5 000 de formation, l'employé doit rester pour 2 ans. OK. Ou par exemple, pour tout investissement de formation dans l'intervalle de 2000 à 10 000, l'employé doit rester pour 3 ans. Alors, ce montant est pris et réparti sur le nombre d'années. Plus vous dites dans l'organisation, plus on déduit comme un tableau d'amortissement pour la période exécutée. Et quels sont les risques si l'employé désiste et veut s'en aller? Je dirais pas de risque parce que c'est un consentement. À la veille de la signature, déjà, tu dois pouvoir dire, écoute, je suis partant pour l'initiative, pour signer la clause, ou je signe avec des réserves. Et qu'à tout moment, je pourrais quitter, mais voilà, si les conditions de mon départ. Mais il arrive le plus souvent que les gens s'engagent, ça c'est les réalités de terrain, qui s'engagent dans la signature de la clause de déformation, mais en retour, quand ils ont d'autres opportunités, ils veulent aller, que l'entreprise dit, OK, et que tu ne devrais pas partir, c'est là où le conflit apparaît. Donc ça, ce sont des choses qui apparaissent, mais le plus souvent, il faut reconnaître que ça, c'est un des problèmes qu'on rencontre sur le terrain, sur le marché d'emploi en Guinée, où ça a parfois ramené certains employeurs à hésiter même dans la formation de leurs collaborateurs, parce que après les investissements très très lourds, il arrive des moments où ils se disent, OK, écoute, je viens d'en bénéficier d'une formation, je pense que je mérite. Et ce que je vais faire, je vais essayer de quitter cette entreprise. Peut-être que je pourrais avoir une autre promotion ailleurs où je serais mieux valorisé. Et oubliant que cette entreprise-là a investi en toi, cette entreprise-là a voulu que tu sois un futur cadre de cette entreprise. Et un beau matin, l'employé décide de bouger. Ce sont les cas qu'on a rencontrés le plus souvent. Accepter un salaire bas au début, erreur ou stratégie? Alors, c'est hyper important déjà qu'on comprenne ce qu'on appelle la notion de gestion de carrière. Il arrive le plus souvent que moi, lors des interviews, que beaucoup me disent, écoute, je quitte cette entreprise parce que je n'ai pas de plan de carrière, ou je suis à la recherche d'une entreprise où il y a un plan de carrière. Alors, là, ça revient à la question principale de est-ce que accepter un salaire bas en début de carrière est important ou n'est pas important. Je voudrais donner un cas d'exemple ici, pratique. Ici aussi scientifique, c'est vérifiable. Il y a la gestion de carrière en fonction de l'âge. Il est conseillé que lorsque nous sommes dans la vingtaine, jusqu'à la veille de la trentaine, notre investissement doit être l'apprentissage. D'accord. Alors, à partir de la trentaine, vous devrez pouvoir avoir votre premier emploi. Premier emploi, ça peut être stage, ça peut être toute activité où vous acquérez une expérience. Et pendant cette période, il est aussi conseillé de se construire un réseau relationnel jusqu'à 33 ans. D'accord. À partir de 33 ans, vous devrez pouvoir maîtriser parfaitement
tout ce que vous faites. Vous devrez être, en tout cas, chaque fois qu'on doit dire, par exemple, sur la liste, quels sont les jeunes, par exemple, émergents dans le domaine de la comptabilité, vous devrez y figurer. Ok. OK? À partir de 33 ans jusqu'à 35 ans, vous devrez pouvoir faire en sorte que vous ayez votre première responsabilité à 35 ans, dans l'intervalle de 33 à 35 ans. Parce que ce qui arrive, il y a des exceptions, hein? Oui. Voilà. Mais ce qui arrive, lorsque vous avez 35 ans, le plus souvent, tout ce que vous n'avez pas pu apprendre dans la vingtaine, il devient très compliqué du moment où vous avez fait le choix de mariage, vous avez des responsabilités, que vous vous lancez dans l'apprentissage. Alors, maintenant, de 35 ans à 40 ans, c'est important que dans cette période, que vous soyez pas seulement figurant dans la liste, mais partout où vous passez, qu'il y ait des résultats palpables et que votre nom précède, si vous voulez, votre CV. D'accord. Un exemple. Supposons par exemple que nous sommes à la recherche d'un formateur. OK? Alors, on dit, ben, écoute, on va lancer l'appel d'offres. On lance l'appel d'offres. On vérifie parmi le CV, on dit, écoute, on est hésitant. Et puis, quelqu'un lève la main et dit, ah, je connais monsieur Hippolyte, par exemple, là, c'est un bon formateur. Ah oui, Hippolyte, appelle-le. On n'a pas dit, envoie son CV, et parce que son nom le possède. Oui. OK? Tout à fait, oui. Donc, à partir de 40 ans, Mhm. c'est notre phase de la carrière. À cette phase-là, il n'y a plus de cadeaux. Vous avez construit, comment on appelle, un réseau relationnel. Vous avez appris, vous avez eu C'est votre intéressant, expérience. ça. Et à partir de 40 ans, vous devrez pouvoir monnayer tout ce que vous avez appris. OK? C'est en ce moment où, si vous êtes vraiment bien installé, vous avez bien compris votre métier, c'est en ce moment où vous entendez quelqu'un dire, par exemple, écoute, moi, je ne bouge pas si il n'y a pas tel montant, parce qu'il n'a rien à perdre. C'est en ce moment où vous devrez pouvoir monnayer votre investissement qui a été fait pendant les 2 premières décennies. Je vais donner cet exemple par rapport à ma carrière pour répondre à l'histoire du prix. J'étais dans une entreprise de la place ici. J'avoue déjà que je suis à ma 10e entreprise, je suis très mobile. Ok. J'étais dans une entreprise de la place ici où j'avais l'emploi, mais il fallait reconnaître que cette entreprise, je pouvais être là en tant qu'employé. À l'époque, c'est pas tout le monde qui avait l'emploi, mais je ne pouvais pas progresser côté carrière. Et j'ai décidé de me recycler pendant que je travaillais. J'ai fait la même année les banques d'assurance. Je me suis recyclé en ressources humaines et j'ai appris à être formateur en entreprise à la même année. Alors, quand j'ai terminé, j'ai démissionné. Et j'ai commencé à faire la traduction, l'interprétariat, les formations, bref, tout ce que j'avais appris, je le mettais en œuvre. Et un beau matin, il y avait une entreprise de la place qui me tend la main, qui avait besoin de ce paquet de compétences. Et il me proposait combien? 15 millions. Et à l'époque, sur le marché guinéen, les plus payés étaient dans la tranche de 8 millions à 12 millions. 15 millions, c'était beaucoup. Et le lendemain, c'est un cabinet qui m'appelle, qui me dit, écoute, on veut de toi. Mais nous, on te propose 1,5 million. OK. J'ai dit, ben, je vais aller réfléchir. Je me suis mis à réfléchir. Mais il y a une phrase qui m'est revenue que le recruteur m'avait dit. Il dit, vous partez dans telle entreprise. Ils sont dans le secteur minier. Peut-être qu'ils vont rester ou pas. L'emploi est un peu précaire, c'est pas le salaire, il faut voir. Nous, on te garantit une formation. Voilà le portefeuille d'entreprise que nous gérons. Voilà les opportunités que nous avons avec les structures comme à l'époque, c'était SFI, la Banque mondiale, le programme Business Edge. Voilà ce que nous, on te propose au-delà du salaire. Et comme je connais cette notion de gestion des carrières liée à l'âge, Mhm. je me suis dit que je vais choisir là où je suis moins payé. Ah ouais. Mais l'important, c'était quoi? C'était de l'apprentissage. Et je vous dis, si je suis en face de vous ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté à l'époque de faire le choix de l'apprentissage à la place de l'argent. D'accord. Donc, il faut savoir Ça, c'est comment pas la gérer ma réponse. carrière. Comment je vais gérer ma carrière. Donc, tout dépend de votre notion de gestion de votre carrière. Ok. Toujours dans le podcast clinique, avec la réalité guinéenne, peut-on réussir sans réseau? Évidemment que c'est possible. La première erreur qu'il faut déjà, je l'entends le plus souvent, j'entends où les gens disent, ah, écoute, j'ai mon grand frère, j'ai mon oncle, il devrait m'aider. C'est une grosse erreur. Ma carrière, je ne dirais pas que j'ai, peut-être que un proche m'a pas aidé, mais le plus souvent, j'ai mis en avant mes compétences. J'ai aussi mis en avant le relationnel, mais dans quel cadre? Je me suis rendu utile, pas indispensable. À l'époque, en début de ma carrière, ce que j'ai fait, j'ai pu identifier toutes les personnes qui étaient les références dans le domaine des ressources humaines.
Et je me suis approché d'eux, j'ai cherché à voir les relations. Et c'était pas des oncles, c'était pas des frères, c'était pas des gars que je connaissais. Mais voilà le petit secret. Quelqu'un que tu as contacté en 2011, tu as forcé, tu l'as voulu, tu l'as fait comprendre que tu rêvais de devenir tel. Voilà ton domaine. Peut-être qu'il ne te considère pas. Mais plus il te voit, tu évolues, plus il se rappelle que oui, il m'a contacté à telle année, il verrait me voir, il faisait tout pour apprendre un peu auprès de moi. Donc, plus les années passent, plus ça devient une vieille relation. Et si un jour, le besoin est là, c'est très facile de faire appel à quelqu'un qu'on a connu dans le sérieux, quelqu'un qui venait vers vous pour apprendre et dont vous l'avez vu évoluer, se battre sans le support de quelqu'un. Ça, c'est un cas que j'ai vécu. La plupart des personnes qui m'ont tendu la main, j'ai été le premier à venir vers eux, à apprendre d'eux. Et j'ai eu des cas réciproques. Ça, c'est vraiment un enseignement. Je me rappelle que j'avais une fois rencontré sur les réseaux sociaux un jeune qui m'a une fois écrit, il dit que, écoute, je vous vois souvent faire des conférences, des formations. Je suis intéressé par votre profil. Et il fait les RH, j'aimerais apprendre de vous. Et il prenait le temps, au minimum, une fois par semaine, me laisser un bonjour. Et un beau jour, je reçois un appel d'une consoeur RH. Elle m'appelle, elle dit, Hervé, ça va? Il dit, ça va bien? Hervé, j'ai besoin d'un assistant RH. Je suis débordé, ça ne va pas. Aide-moi à trouver un assistant RH. Le jeune venait à peine de m'écrire. Ah oui, j'ai automatiquement passé à lui. Donc, il ne faudrait pas qu'on attende que la chance vienne vers nous, partons vers la chance. Quelqu'un me disait, je pense bien que la chance, c'est la rencontre de la préparation et de l'opportunité. L'opportunité, c'est l'emploi que je présente. La préparation, combien de fois vous êtes préparé à construire une relation? Combien de fois vous êtes préparé à avoir la formation pour que quand l'opportunité vient, que vous la saisissez? Alors, pour terminer, un employeur peut-il tout exiger d'un employé sous prétexte qu'il paye son salaire? Il faut d'abord comprendre effectivement la nature des contrats. Dans les contrats, parfois, c'est mentionné que l'ampleur à tout moment peut vous affecter à une fonction. Donc ça, déjà, il faut accepter que à tout moment, vous travaillez à Conakry, peut-être que vous pouvez être envoyé à Zérekoré. Évidemment, on ne va pas vous imposer. Le plus souvent, la meilleure approche managériale qui n'a rien à voir avec le droit, c'est hyper important de ne pas confondre les deux. Parce qu'il arrive le plus souvent qu'on confonde les notions de droit à la notion de RH. Le RH, c'est un métier à part. Et notre courant, ou la Bible, ou la Torah pour certains, c'est le code de travail. Mais ce qui ne fait pas de toi un spécialiste. Parce qu'il arrive le plus souvent que tu vois des gens qui te mettent à te lister, comment on appelle, les articles, les alinéas, ainsi de suite. Ça ne fait pas de vous un RH. Alors, donc pour arriver à ce que j'expliquais, quand bien même que dans votre contrat, c'est mentionné que vous pouvez être affecté à Zérekoré, pour un bon manager, RH, il est important. D'abord de rencontrer l'employé, comprendre son consentement, savoir est-ce qu'il est partant, est-ce qu'en partant à Zérekoré, est-ce que ça l'arrange côté familial, tous ces éléments. Alors parfois, il peut arriver que l'employé peut être hésitant. C'est à vous de le rassurer. À vous de le faire comprendre que en partant, voilà ce que vous gagnez. Vous gagnez en promotion, vous répandez toute l'organisation dans cette région. Au-delà de ça, voilà les primes d'éloignement liées à ça. Donc, voilà ce qu'il peut gagner. Et on vous donne la chance aussi, par exemple, de venir une fois chaque 3 mois pour rencontrer votre famille. Et puis, voilà, telle période, on souhaiterait que vous reveniez. Donc, ce sont les choses où il faut éclaircir comment on appelle, pour l'employé. Mais plus loin, il y a autre forme. Au-delà du contrat, il y a 2 autres éléments. Il y a la fiche de poste. Il y a aussi le contrat de performance. Donc, dans la fiche de poste, il y a une phrase qui arrive le plus souvent, que l'employeur ou exécuter toute autre tâche en lien avec votre, comment on appelle, domaine. Donc, c'est important de savoir que toute activité liée à votre domaine et que la hiérarchie vous demande de le faire, pas par imposition, mais parce que c'est légal, je pense que l'employé a le droit de le faire. Cependant, l'employé aussi, se trouvant pas dans, comment on appelle, les dispositions d'exécuter la tâche, pourrait également aussi, de façon professionnelle, exprimer ses réserves
Ça, c'est un dialogue. Et ça, c'est hyper important qu'on parle sur un dialogue et non avec gérer ça avec les émotions. Donc, c'est des choses qui se gèrent aussi. Et puis, la dernière partie, comme je disais, c'est le contrat de performance. Dans l'exécution de votre contrat de performance, si ça doit nécessiter votre mobilité, le plus souvent aussi, vous serez alerté. Chose qui est différente d'une imposition. Donc, le plus souvent, pourquoi je reviens sur ça, lorsque cette notion n'est pas comprise, les employés pensent parfois que non, on me l'a imposé. Or, dans la fiche de poste, il y a une phrase qui le dit clairement. Au-delà de la liste des tâches ou des missions qu'il faut faire, on vous dit exécuter toute autre tâche en lien avec votre mission. Oui, exactement. Donc, ça couvre ce périmètre-là. Et même dans le contrat de performance, lorsqu'on vous a évalué et que vous n'êtes pas satisfait de votre évaluation, vous pouvez signer avec des réserves. Vous pouvez dire, par exemple, je signe ce contrat d'évaluation des performances, mais avec des réserves où je suis pas d'accord sur certains éléments, où je pense que j'ai mérité, mais voilà, je n'ai pas obtenu de la hiérarchie cette moyenne. En ce moment, si c'est une direction des ressources humaines moderne qui se positionne comme partenaire stratégique de l'organisation, on procédera à ce qu'on appelle l'arbitrage. Et en ce moment, on va arbitrer, est-ce que le manager a fait une mauvaise évaluation ou est-ce que c'est parce que c'est une méconnaissance auprès de l'employé qui suppose qu'il n'a pas été bien évalué. Donc voilà les paramètres ou les réalités qu'on rencontre le plus souvent par rapport à cette question. Monsieur Hervé Vincent Kourouma est spécialiste en ressources humaines. Vous avez compris. Merci d'avoir suivi ce podcast. Continuez de vous abonner. On se retrouve à très bientôt.